propos vécus comme une attaque en règle contre l'école publique, tant par les syndicats d'enseignants que par une partie de l'opposition. On va y venir, bien sûr. Mais pour commencer, je voudrais savoir comment vous vivez depuis 6 jours cette tempête politique et médiatique. Ça va, merci de demander, mais c'est pas moi qui compte, c'est l'école. C'est nos enfants et c'est l'éducation nationale. Ici même, à propos de l'école, hier matin, Guylaine David, la porte-parole du CNUPP-FSU, a formulé une demande pour continuer à travailler avec vous. Vous avez rencontré tous les syndicats enseignants depuis lundi. Nous voulons des excuses publiques adressées à tous les enseignants. Ce matin, ces excuses qu'ils réclament, est-ce que vous les leur présentez ? Je les ai présentées à plusieurs reprises et je les leur dois. Oui, je les ai blessés, je les ai heurtés et je le regrette extrêmement vivement. Je le regrette, voilà. Je pense que je n'aurais pas dû tenir ces propos-là et je n'aurais pas non plus dû nommer l'école Littré. Je suis allée m'en expliquer avec l'équipe pédagogique de cette école. Voilà, je pense qu'il faut maintenant avancer et construire ensemble l'école que notre pays mérite, que nos enfants méritent. On va avancer, on va avoir votre vision de l'école dans un instant. Mais dans cette affaire, certains vous accusent de ne pas avoir dit la vérité, Amélie Oudéa-Castéra, d'avoir injustement mis en cause justement cette école publique Littré que vous évoquez et ses enseignants pour justifier votre recours au privé. Est-ce que vous avez menti, Madame la Ministre ? Est-ce que vous avez inventé des problèmes qui n'existaient pas dans cette école publique ? Moi, je me suis appuyée avec la plus totale sincérité sur le souvenir et sur le ressenti d'une expérience de maman d'il y a 15 ans. Maintenant, les états statistiques du rectorat et ce qui compte le plus, la parole d'une enseignante, me donnent tort, dont acte. Et vous plaidez la bonne foi, en tout cas. Totalement. Hier soir, lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron vous a défendu clairement. On ne juge pas les gens sur leur choix individuel, a-t-il dit et répété. Et il a dit avoir de l'indulgence pour vous. Mais d'autres, notamment dans l'opposition, demandent votre démission. Est-ce que la question de la démission, depuis quelques jours, vous vous l'êtes posée, vous ? Oui, naturellement, bien sûr. Je pense que c'est normal. Moi, j'ai vraiment à cœur que l'école réussisse. Et la question intérieure, c'est de se dire, est-ce que les conditions, les circonstances le permettent ? Moi, ce que je veux essayer d'exprimer, c'est que j'ai une détermination pour l'école. J'ai envie de conduire cette feuille de route qui est claire dans le cap tracé par le président de la République, avec toutes les impulsions que Gabriel Attal y a données, et d'arriver avec toute la communauté éducative à la porter au succès, cette feuille de route. Donc votre de détermination manière efficace et avec une ambition pour l'école et avec l'envie que toutes les écoles réussissent. Votre détermination est plus forte que vos doutes ce matin, c'est ce que vous nous dites. Oui, absolument. J'ai la confiance aujourd'hui du chef de l'État et du Premier ministre. Je suis toujours à leur disposition parce que c'est l'État, le service public, l'éducation nationale qui prime sur toute autre considération. Mais moi, tant que je suis là, je suis au travail, dans l'intérêt de l'école, aux côtés des enseignants, aux côtés de toute la communauté éducative, encore une fois, pour faire réussir l'école. Alors on va laisser de côté les polémiques personnelles, on va en venir au fond. Le fond, c'est l'état de l'école publique en France, Madame Oudéa-Castéra. Est-ce que votre message sur le fond, c'était de dire, chers parents d'élèves, parce que certains l'ont entendu comme ça, si vous en avez les moyens, sortez de vos enfants de l'école publique parce que c'est la cata. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire ? Alors, l'inverse, j'ai voulu dire. Moi, j'ai été mise en cause sur des choix personnels du privé et j'ai jugé utile de me justifier. Je me suis sentie obligée de me justifier. Encore une fois, on parle au-delà de votre cas personnel. On parle vraiment de l'état de l'école. C'est ça que je veux exprimer. C'est très au-delà de mon cas personnel. C'est que je pense qu'aucun parent d'élève ne doit avoir à se justifier de ce type de choix. Et précisément, ce qui est pour moi très important, c'est garantir que le choix d'une école, ce soit un choix d'adhésion. Que ce ne soit pas la résultante d'une déception ou d'une frustration. Je pense qu'on a la chance dans ce pays d'avoir de très belles écoles et il faut respecter les choix des familles. Une famille sur deux, aujourd'hui, a mis à un moment son enfant, au moins un enfant, dans le privé. Il faut respecter
cette Je crois liberté qu'il y a à peu près de choix. 37% des élèves qui sont dans le privé aujourd'hui. Non, moins Moins que ça 17%. dans le privé. 17%. Voilà, il y a aujourd'hui à peu près 2 millions d'élèves qui sont dans le privé, mais il y a surtout 10 millions qui sont dans l'école publique. Et je veux qu'on ait plus que jamais de l'ambition pour l'école publique. Justement, on va en parler parce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas d'un côté la gentille école publique et de l'autre l'horrible école privée. Mettre ses enfants dans le privé n'est en rien un délit. Il n'y a pas de conflit à avoir entre l'école privée et publique, a dit Emmanuel Macron hier soir à l'Élysée. Mais il y a quand même quelque chose qui interroge quand on regarde la scolarisation des enfants de ministres de l'Éducation depuis des années, ne serait-ce que depuis 2017. Une partie de ceux de Jean-Michel Blanquer étaient dans le privé. Ceux de Pape Ndiaye, son successeur, étaient dans le privé. Les vôtres sont passés par le privé. Le Premier ministre Gabriel Attal a fait ses études dans le privé. C'est quand même troublant. On a l'impression que les plus favorisés, quand ils ont les moyens, et pour le coup c'est un sujet qui va bien au-delà de la politique, ne jouent plus le jeu de l'école publique. Est-ce que ça, c'est pas troublant quand même? D'abord, il n'y a pas de fuite massive du tout. Il n'y en a pas. La proportion d'enfants qui sont scolarisés dans le privé, elle est stable. On sait qu'on a des enjeux de mixité sociale et que c'est extraordinairement important qu'au cœur de l'école privée, il y ait un contrôle sur les valeurs républicaines, sur les principes républicains, en plus évidemment du contrôle pédagogique. Mais je veux surtout, moi, qu'on se dise que l'école publique, ça doit être un choix d'adhésion pour tous et qu'on fasse réussir l'école publique. Elle est aujourd'hui vraiment le socle de notre école. En proportion, elle est beaucoup plus importante que dans le privé. Mais je veux surtout essayer d'exprimer qu'on a depuis 1959, depuis la loi Debré, qui a été adoptée sous la présidence du général de Gaulle, on a la liberté d'enseignement avec la faculté d'aller dans le public, la faculté d'aller dans le privé. Les choix des familles doivent être respectés. Moi, je respecte le privé, je respecte le public, mais je veux surtout, aujourd'hui, j'ai envie de dire, plus que jamais, faire réussir l'école publique. Il n'y a pas de séparatisme scolaire aujourd'hui? Non, il n'y a pas de séparatisme scolaire. Il y a des choix qui sont parfois guidés par différents types de considérations. Moi, je considère que c'est une chance dans un pays d'avoir une pluralité de modèles. Il y a un modèle qui peut mieux convenir à certains enfants, à certains moments dans leur parcours. Je crois qu'il faut respecter tout cela. Il n'y a qu'une école qui est une, indivisible, c'est l'école de la République. Et il ne faut pas laisser raviver quoi que ce soit. Et l'école fait partie du domaine réservé du président, a dit Emmanuel Macron au mois d'août. L'école, a-t-il répété hier. Oui, c'est la mère des batailles. Lui, il a promis de l'emmener à Matignon. Sauf qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Vous le savez bien, Madame la Ministre. Le budget 2024 prévoit la suppression de 2500 postes, quasiment 2440 pour être précis, d'enseignants. Est-ce que vous allez revenir sur ces suppressions de postes? Ces suppressions de postes ont d'ores et déjà été annulées. Gabriel Attal, dans le cadre des arbitrages pour avec la loi de finances de 2024, ont été annulées ces suppressions de postes. Il n'y aura pas de suppression de postes. Aucune suppression de postes au global dans l'éducation nationale en 2024. Donc les syndicats d'enseignants se trompent quand ils avancent ce chiffre de 2500 suppressions de postes en 2024. Oui, ce qu'on appelle le schéma d'emploi a été annulé. Il n'y a pas de suppression de postes. Il y a des évolutions qui sont différenciées entre le primaire et le second degré, mais il n'y a pas de suppression de postes en 2024. Il manque toujours des profs. Quand est-ce qu'il y aura, comme l'a promis et répété encore hier le chef de l'État, un prof devant chaque classe? On a eu la promesse du remplacement du jour au lendemain. On nous promet un prof devant chaque classe. On en est loin aujourd'hui. L'ambition du président de la République, elle est très claire. C'est que oui, il y ait un professeur devant chaque classe et surtout que sur ce sujet des remplacements de courte durée, c'est-à-dire pour des absences de moins de 15 jours, il y ait un taux de 100% qui soit assuré. Aujourd'hui, on en est loin. On a fait sous l'impulsion de Gabriel Attal des progrès très significatifs que personne n'avait fait avant. On est passé de 5 à 15% d'heures qui sont remplacées, mais on sait qu'on a à peu près aujourd'hui encore 14 millions d'heures qui sont des heures non remplacées et donc perdues pour les apprentissages de notre jeunesse. Les heures ne seront plus perdues, 14 millions d'heures. À quelle échéance? On va aller le plus vite possible. Moi, dès la fin du mois, je vais faire des propositions au Premier ministre. Notre objectif, c'est de trouver le bon scénario et de le faire en concertation avec les organisations syndicales. Je les ai toutes reçues dans les 2 derniers jours. Elles ont des positions qui sont aujourd'hui déterminées avec nous à résoudre ces difficultés-là. On est face à un gouvernement parfois des désaccords sur les outils et sur les modalités. Et moi, je veux qu'on trouve ce chemin dans la concertation. Est-ce que c'est un objectif pour la rentrée 2024, pour septembre prochain?
En tout cas, ce qui est un objectif, c'est que ce triplement que j'ai évoqué, ce passage de 5 à 15, on continue d'aller sur cette vitesse de correction de la trajectoire. On le doit à nos enfants. Quelle réponse vous pouvez donner aux syndicats qui appellent à la grève les 25 janvier et 1er février prochains, qui demandent notamment des revalorisations salariales et des meilleures conditions de travail? Est-ce qu'aujourd'hui vous dites, venez, tous les sujets sont sur la table? Je pense qu'ils ont raison d'aspirer à de meilleures conditions de travail. Et nous avons la détermination avec Gabriel Attal de les leur apporter. Sur le sujet des revalorisations salariales, moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a, à travers le pacte et les mesures qui ont été prises depuis un petit peu plus de 2 ans, déjà des mesures qui sont intervenues. Des augmentations entre 100 et 200 euros, avec maintenant l'entrée dans la carrière qui se fait à partir de 2100 euros. Et quand on est en zone REP ou REP+, c'est même plutôt 2400 euros. Est-ce que de nouvelles négociations salariales sont envisageables ou pas aujourd'hui? Il y a toute une série de personnels sur lesquels il y a bien sûr des efforts importants à faire. C'est le cas pas seulement des enseignants, c'est le cas aussi des infirmières scolaires, c'est le cas des AESH qui accompagnent les enfants en situation de handicap. Donc ça fait partie d'un chantier qui doit nous permettre de renforcer l'attractivité des métiers dans l'enseignement. Donc on peut parler tout, c'est ce que vous me dites ce matin. À propos d'écoles privées qu'on évoquait tout à l'heure, je voudrais que très rapidement et simplement qu'on revienne sur la situation de l'établissement Stanislas à Paris. Pape Ndiaye, votre prédécesseur, avait commandé en avril dernier une enquête administrative sur Stan. Après des articles de presse décrivant un univers sexiste, homophobe et autoritaire, 9 mois plus tard, Mediapart vient de sortir ce rapport. Alors on y apprend que les cours religieux ne sont pas facultatifs, que les cours d'éducation de la sexualité sont inexistants, que les propos homophobes et anti-avortement sont très présents, que des intervenants font de la promotion des thérapies de conversion, etc. etc. Vous l'avez aussi, j'imagine, ce rapport aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez en faire? Non, moi je n'ai pas ce rapport. J'en ai eu une courte synthèse parce que, ayant été mise en cause sur ces sujets-là, c'était normal pour moi de comprendre ce qui était reproché à l'établissement. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce rapport a été commandé en février 2023. Il a été bouclé début août 2023 et aussitôt, Gabriel Attal a demandé au rectorat et à l'inspection générale de suivre un plan d'action qui fait presque 15 mesures. Et ce plan d'action sera suivi avec toute la rigueur nécessaire. Donc, il y aura pas je de précise que ce rapport ne remonte aucun fait d'homophobie ni aucun cas de harcèlement. Le seul cas d'homophobie a fait l'objet d'un signalement au procureur via la procédure de l'article 40. Amélie Oudéa-Castéra, on est presque au bout de cette interview, on n'a pas eu le temps de parler des sports. Et on touche là du doigt un des reproches qui peut vous être fait, pas de votre fait, mais vous avez été nommé ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Est-ce que vous allez avoir des secrétaires d'État ou des ministres délégués pour vous aider, soit sur l'éducation, soit sur les sports, ou est-ce que vous pouvez tout faire toute seule? Nous ne voulons pas d'une ministre à mi-temps, disent les syndicats. Alors, s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que je ne suis pas femme à faire les choses à moitié. Les journées font 24 heures pour tout le monde. Absolument. Mais il y a des équipes, il y a une énergie, il y a un cap donné. Moi, si j'ai l'une des fiertés de ces 20 derniers mois, c'est la précision avec laquelle j'ai construit une feuille de route pour l'action gouvernementale sur les Jeux. Extrêmement On sera prêt pour les Jeux ? Précise, rythmée, avec les jalons. On est tout un collectif très engagé. Les services de l'État sont là. Le cœur du gouvernement avance sur ces sujets-là. On a un comité d'organisation. On a un certain nombre d'élus locaux, de collectivités qui sont extrêmement engagées. La ville de Paris, la région Île-de-France derrière le succès de ces Jeux. On va les livrer à temps. Ils vont rendre fiers les Français. Aujourd'hui, nous sommes dans nos temps de passage. Et on est tout un collectif tourné vers leur réussite. Je vous repose juste ma question, mais on est vraiment au bout. Il y aura un monsieur Gillot, une madame Gillot et un secrétaire d'État ou un ministre délégué à l'éducation ou pas, ou vous ne le savez pas aujourd'hui? Tout ça est aujourd'hui à l'étude, à l'analyse, et ces choix appartiendront au chef de l'État. Vous le souhaitez, vous qui êtes en responsabilité? Et au Premier ministre. Vous le souhaitez, vous qui êtes en responsabilité? Moi, je souhaite pouvoir réussir sur tout ce champ qui est magnifique, avec un continuum de responsabilités et de politiques publiques qui doivent nous permettre de tenir la promesse républicaine pour notre jeunesse. Merci beaucoup Amélie Oudéa-Castéra d'être venue dans Télématin pour cette toute première interview. Merci.